Bon, bah, écoutez, ce que je vous propose, c'est de commencer. 14 heures, parfait, à l'heure. Merci à tous et à toutes d'être venus aussi nombreux. Je ne pensais pas que toutes les chaises allaient être prises pour parler comment financer sa start-up. Ce que je vous propose, le sujet est assez large, surtout juste après le déjeuner. Donc, nous quatre, en préparant un peu cette intervention, on a décidé un peu de se recentrer sur financer sa start-up en 2024 et aussi axer ça autour de les éléments clés de la levée. Donc, les dynamiques d'avant, pendant et après la levée. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, messieurs, je vous propose de vous présenter, peut-être un peu dans l'ordre. Okay. Bonjour à tous, moi je représente Evolem. Donc Evolem, on investit en capital de sociétés au stade de pré-seed et seed, donc amorçage, et des tickets allant de 100 000 euros jusqu'à 3 millions d'euros. On a 60 sociétés en portefeuille, on est généraliste et on investit à peu près dans 10 à 15 nouvelles sociétés par an. Et c'est Thomas. Thomas, pardon. Bonjour à tous, moi c'est Charles, donc je suis président et avocat associé du cabinet Jaberson. On est un cabinet d'avocats d'affaires, on est une quarantaine, on est spécialisé sur tout un tas de sujets, mais particulièrement en financement de structures, levée de fonds, M&A. Et j'ai double casquette, c'est-à-dire que mon activité principale, c'est d'accompagner donc des porteurs de projets dans ce type d'opération, mais je dirige aussi le cabinet. Donc en fait, on rencontre des sujets de croissance. On a eu beaucoup de croissance ces dernières années, on connaît bien les sujets de cash, et la spécificité dans notre activité, c'est qu'on ne peut pas lever de fonds. Donc on est confronté à des situations où on doit faire de la croissance, la financer et se débrouiller pour ça. Voilà. Et bonjour à toutes et à tous, Pierre-Alexandre Boileau, je m'occupe de l'innovation pour le Crédit Mutuel du Sud-Est, donc plutôt sur la partie dette bancaire, bas de bilan, mais on intervient également au niveau du Crédit Mutuel sur tout ce qui est equity avec différents fonds d'investissement. Et moi-même, Lionel Klein, écoutez, moi je viens monter le bureau d'EC Finance à Lyon. d'EC Finance, c'est quoi ? C'est l'accompagnement des dirigeants sur le côté financier. Donc c'est de la direction financière à temps partagé. Donc pour des sociétés qui sont en train de grossir, qui n'ont pas un besoin de quelqu'un à temps plein. Et du coup, dans notre métier, on est souvent amené à modérer les fonds, avocats, banquiers. Et donc je pense que cette discussion va finalement un peu refléter ce qu'on vit tous au quotidien. Pour commencer, peut-être avant la levée, alors peut-être Pierre-Alexandre nous dire un petit peu les éléments sur comment financer sa start-up, mais avant la levée. Si tu as des conseils à nous donner sur ces sujets. Ouais, c'est un sujet intéressant parce qu'on pense souvent start-up, levée de fonds pour accélérer, aller plus vite. Mais avant ça, il y a des choses qui peuvent paraître naturelles ou pas d'ailleurs. C'est tout ce qui va être les apports en capitaux, que ce soit de la love money ou même de l'apport du dirigeant. Et puis on a la chance aussi d'être dans un département, le Rhône, où on a beaucoup d'aides de subventions pour le prototypage par exemple. On a aussi beaucoup de prêts d'honneur. Je pense au réseau Initiative Entreprendre qui peuvent amener jusqu'à 60 ou 50 000 euros directement sans garantie pour les entrepreneurs. Et là, vous avez déjà un premier effet de levier avec la banque à faire pour venir compléter ce prêt d'honneur. Donc vous pouvez facilement déjà aller chercher 100 000 euros, où là, vous n'allez pas aller vous diluer, et vous allez déjà pouvoir utiliser cet argent-là pour commencer à avoir une traction commerciale et à avancer dans votre projet avant d'aller voir des fonds et justement négocier, je vais pas aller trop vite, mais voilà, négocier les tickets d'entrée. Ouais, sur ce sujet-là, nous, on accompagne aussi les sociétés sur les différentes sources de financement. N'hésitez pas à profiter de ce genre d'événement aussi pour rencontrer les personnes. En fait, c'est facile d'aller les voir quand vous avez besoin, mais en fait, ça se prépare déjà en amont. Les relations, ça se crée. C'est OK, il y a de l'argent en jeu, mais c'est pas que ça. C'est aussi des accompagnements de projets, d'aide. Donc vraiment, voilà, profitez de cet écosystème, tous présents ici, pour aller rencontrer ces gens, échanger, voir quelles sont vos solutions. Il y en a beaucoup aussi, donc c'est savoir laquelle bien choisir en fonction de votre activité. C'est quelque chose qui se prépare, même ça aussi, et les dossiers sont pas les mêmes en fonction des subventions qu'on va chercher, de qui on va voir. Donc parler, échanger sur ces sujets. Une fois qu'on a dit ça, Thomas, toi, Ouais, mais il y a un élément assez très tôt dans le projet. Il faut arriver à savoir si vous êtes VC compatible. Donc, ça veut dire est-ce que vous allez pouvoir lever avec des fonds. Et en fait, il y a certains business models. Charles, tu l'as dit tout simplement, mais ça paraît, il faut l'expliquer. Pourquoi est-ce qu'une société de conseil ne pourra jamais lever des fonds ? Parce qu'une société de conseil, pour faire du chiffre d'affaires en plus, elle doit recruter parce qu'elle vend du temps de cerveau de ses consultants.
elle n'aura jamais des marges explosives, elle n'aura jamais une différenciation qui fait qu'elle aura une barrière à l'entrée qui fera qu'elle pourra conquérir tout un marché. Et donc c'est typiquement le genre de business, Charles l'a dit tout simplement comme ça, qui ne lèvera jamais auprès de VC. Il y a d'autres contraintes pour lever auprès de VC. Il faut qu'un investisseur venture, un fonds classique puisse faire x10, x50. Et en fait, tous les projets ne le permettent pas. Il y a des très beaux projets qui peuvent avoir une très forte croissance, mais sur un marché qui fait 20 millions d'euros. Bon, si vous voulez lever 5, jamais le VC pourra ressortir 50 millions d'euros. Donc très tôt dans le projet, il faut vraiment regarder si vraiment le track VC correspond à ce que vous voulez monter. Alors déjà, il y a le projet en tant que tel, est-ce qu'il est compatible avec le VC, mais il y a aussi vous, votre volonté, est-ce que vous voulez avoir ces contraintes-là, est-ce que vous voulez avoir cette vie-là. Là, c'est d'autres aspects, mais déjà, rien que dans le business model, ça exclut 80 ou 90% des entreprises qui se créent chaque année en France, quoi. Un artisan ne lèvera jamais auprès de VC, une société de conseil ne le fera pas. Donc il faut déjà être au clair là-dessus avant de se lancer dans le chemin. Ouais, moi je pense aussi au choix des fonds qu'on va cibler, parce que j'imagine, moi je suis moins dans cet esprit-là, mais au Crédit Mutuel on a fait le choix d'avoir des fonds différenciés qui sont des vraiment véritables equity, d'autres qui sont recentrés sur l'innovation. Là on a lancé l'année dernière un fonds Impact, dont l'objectif est d'atteindre plus d'1 milliard d'euros de fonds. Et là, on est plutôt sur des industries et technologies disruptives. Donc là aussi, je pense qu'il y a des choses à peut-être à cibler et peut-être pas aller chercher n'importe qui. Oui. Oui, il y a toujours une courbe entre le risque et le reward attendu, hein. Donc il y a des investisseurs qui sont prêts à prendre beaucoup de risques et à avoir un taux d'échec de 9 sur 10, s'ils sont sûrs que le 10e qui va réussir va faire x100. Donc ça, ils vont investir dans des projets très très spécifiques qui vont demander beaucoup d'argent, mais on sait que derrière, s'ils réussissent, ils pourront vendre la société des milliards. Bon, c'est très très peu d'élus à la fin et il y a très très peu de projets qui correspondent à ces critères. Ensuite, après, il y a des projets qui sont moins risqués, mais où le reward sera plus bas. Mais il y a quand même toujours une attente de rendement. Alors, modulo les fonds d'impact qui disent vouloir quand même faire moins de rendement, mais souvent ils ont du mal à rentrer très tôt parce que non seulement pour l'impact, très tôt on ne sait pas le mesurer, mais il faut quand même qu'ils rentrent de l'argent à leur LP au bout d'un moment. Donc il y a toujours cette notion de rentabilité. Après, c'est plutôt l'appétence au risque qu'il faut évaluer chez les investisseurs à qui on va parler. Et sur les tickets d'entrée, nos fonds sont à partir entre 1 et 4 millions d'euros. Donc c'est vrai que pour une première levée, on est quand même assez éloigné des tickets de site, par exemple. Donc ça aussi, je pense qu'il faut vraiment le préparer et pas consommer trop d'énergie à aller chercher des fonds qui, pour l'instant, ne sont pas accessibles. Non. Les premières personnes à qui on va parler, ça va être plutôt des business angels, hein. Y a deux choses importantes avec les business angels, c'est qu'ils sont plus accessibles. Ils votent normalement plus avec les tripes et l'instinct que juste avec l'ambition d'un retour, même s'il faut qu'il y ait un retour à la fin. Et ils ont des processus de décision qui sont très courts. Et donc ça, c'est super. Quand on se lance son projet, on a une validation par un pair qui connaît le marché ou en tout cas qui a déjà vécu ça, parce que c'est le cas de beaucoup de business angels. Et puis, ils savent se décider très vite. Et après, il y a même maintenant des structurations, on avait prévu d'en parler, des structurations qui permettent de faire rentrer au fur et à mesure des gens dans le procès, hein. Ça s'appelle des BSAR. Donc au lieu de faire une levée de fonds à un moment où vous devez convaincre tous les gens d'investir le même jour un montant défini, et avec les BSAR, vous pouvez leur dire au fil de l'eau, j'accepte que des gens investissent, on ne fiche pas la valo tout de suite, mais les gens mettent des tickets au fur et à mesure. Et ça vous permet d'avancer petit à petit. Puis plus vous arrivez à convaincre des business angels, plus vous avez des signaux positifs pour aller essayer de convaincre des investisseurs professionnels après par la suite. Pour ça, peut-être, les hommes, on n'a pas les hommes du chiffre, hommes de lettres. Pour ça, il faut aussi organiser sa gouvernance. Et quand on touche au capital, on touche au pacte d'associés, au statut. Et je vais peut-être te laisser en parler sur ce sujet. Ouais, juste sur la préparation du projet, peut-être moi un partage d'expérience que je voudrais faire, qu'on voit aussi bien chez les porteurs de projets que quand on est conseil de réseau de business angel ou d'investisseurs, c'est le sujet de la valorisation. Peut-être il y a un conseil là-dessus que nous on pourrait vous donner, c'est ne pas être trop focalisé sur ce sujet-là. Parce qu'on parle de tours, on parle de typologie d'investisseurs, on parle de financement dilutif, non dilutif. Et souvent, derrière ça, il y a une crispation qui est de dire est-ce que ma boîte vaut assez pour que je puisse aller lever suffisamment d'argent? Est-ce qu'avec cet argent, je ne vais pas laisser trop de quantité de capital? Est-ce que je ne vais pas perdre mon contrôle trop vite?
Et il y a souvent ce point de crispation qui amène à des décisions parfois qui ne sont pas les bonnes. Aller choisir un mauvais acteur parce qu'il propose une meilleure valorisation, ne pas faire suffisamment d'equity avec des gens qui peuvent accompagner et aller trop chercher du non dilutif parce que ça permet de conserver un peu plus de contrôle. Donc, ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que en fait, c'est pas un vrai sujet, le sujet de la valo, c'est quand même un sujet important, mais il y a plein de techniques qui existent pour le traiter plus tard. Donc, les BSAR, on va en dire un mot après, mais ça repousse le sujet de la valorisation, ça amène d'autres sujets, hein, d'autres enjeux plus tôt, mais en tout cas, celui de la valorisation est repoussé. Il y a des techniques, vous avez peut-être déjà entendu, comme les clauses de ratchet, ou pour partager les gains à la sortie, les clauses de liquidation préférentielle. Voilà, il y a plein de choses que nous, on sait mettre en place quand on a un problème de valorisation. Après, si vous attendez une valeur à 2 millions sur un premier tour et que quelqu'un vous dit c'est 1 million, c'est sûr que les écarts sont énormes. Maintenant, ce qu'on peut arriver à faire, c'est quand on a une négo sur quelques points, quelques pourcentages, il vaut mieux lâcher cette négo, être beaucoup plus souple à l'entrée du premier partenaire financier, quitte à négocier avec lui des petites techniques d'ajustement qu'on va pouvoir utiliser à 6 mois, 18 mois, 24 mois. Un truc là-dessus aussi, c'est que ce qu'on décide sur un premier tour, alors on précise très très tôt, mais quand on a un premier tour qui est correctement structuré, où on parle vraiment de sujet de valo, ce qu'on va lâcher sur le premier tour, on peut peut-être arriver à le récupérer en tout ou partie sur un tour ultérieur. Donc voilà, moi je voudrais dire là-dessus, pas trop de crispation, parce qu'en fait, quand on est trop crispé sur la valo, parfois il y a des partenaires qui disent moi je viens pas, quoi. J'ai vu pas mal de projets avec des clients qu'on accompagne qui veulent pas lâcher à moins de telle valorisation. Tant pis, hein, ils perdent des investisseurs potentiels et c'est bien dommage parce que ça aurait pu être les bonnes personnes. Merci. J'avais 2 petites questions là au regard de ce que vous nous présentiez. C'est OK, on se décide, on veut aller en levée. Comment on se prépare? Qu'est-ce qu'on doit avoir fait? Est-ce qu'on doit créer des BP ou autres? De quoi avez-vous besoin, vous, messieurs, pour prendre des décisions? Des due deals légales? Je ne sais pas si vous pouvez un peu nous préciser ça. Et la deuxième, c'est peut-être en lien aussi avec en 2024. Qu'est-ce qui a changé peut-être depuis 1 ou 2 ans? Voilà, on n'est plus dans le même monde qu'avant. Finalement, on a changé côté startup et peut-être préciser un peu ça. Alors déjà, être sûr qu'on soit VC compatible et auprès de quel type d'investisseur. Donc là, c'est le caractère. Il va falloir mapper le secteur pour voir quel investisseur pourrait investir dans votre projet. Et pour ça, il faut que l'investisseur il puisse faire, comme je disais, x3, x5, x10. Et donc vous avez vraiment ce projet qui puisse apporter ça. Après, le gros sujet qui va driver votre levée de fonds, ça va être de combien vous avez besoin. Et ça, souvent, il y a une grosse erreur qui est faite, qui est de dire plus j'ai d'argent et plus je vais pouvoir faire de choses. Mais en fait, ce n'est pas ce qu'on vous demande au début. On vous demande au début de savoir exactement quelles sont les hypothèses que vous avez prises dans votre business plan, que vous voulez valider et que vous pouvez valider dans les 6 prochains mois. Vous ne pourrez pas tout valider sur la première levée. Donc au début, souvent, ce qu'on dit, c'est qu'on veut d'abord créer un produit. Et donc la première levée auprès des friends and family et des business angels, c'est que vous avez un produit, une vision, on crée un produit. À ce stade-là, chercher des clients, c'est une hérésie. Il ne faut pas essayer de vendre le produit, vous essayez de créer un produit que les gens aiment. Et si votre driver, c'est de dire je dois faire 100 000 de chiffre d'affaires dans 6 mois, c'est peut-être pas du tout le bon driver, parce que vous allez essayer de vendre à un grand groupe et vous n'allez pas avoir les boucles d'itération pour créer un bon produit. Donc au début, je veux créer un bon produit. Pour ça, il me faut 3 développeurs, 100 000 €. Allez pas lever 500 000 €, vous voulez juste montrer que le produit marche. Peut-être qu'à la fin, vous verrez que le produit, en fait, personne n'en veut et vous aurez levé 1,5 million pour rien du tout. Et donc, ce qui est important, c'est de montrer que sur les 12 ou 18 prochains mois, j'ai 2 ou 3 hypothèses que je veux montrer. Et pour les démontrer, j'ai besoin de X centaines de milliers d'euros. Et si vous dites ça, c'est beaucoup plus rationnel que juste dire je vais conquérir le monde et j'ai besoin de 10 millions d'euros. Franchement, en plus, vous ne sauriez pas quoi en faire le lendemain. Vous avez 10 millions sur votre compte en banque, vous ne sauriez pas quoi en faire. Donc ça, c'était 2020. Aujourd'hui, on n'est plus dans ce monde-là. On a des investisseurs qui sont beaucoup plus rationnels. Il faut montrer en face que vous savez aussi exactement comment vous allez dépenser l'argent. Et donc, il y a cash is king, mais l'efficience du cash est super important. Donc, comment est-ce que je vais bien dépenser cet argent? Je veux juste rebondir sur ce que tu as dit. C'est si vous levez trop avec une valeur trop faible, pour reboucler avec ce que je disais avant, si votre boîte vaut 1 million et que vous levez 1 million, vous lâchez 50% du capital. Donc en fait, c'est de bien doser ce qui est levé par rapport à l'étape dans laquelle vous êtes. Ça permet aussi de préserver la dilution du capital. Voilà.
Oui, c'est quelque chose, nous, chez nos clients, qu'on voit, sur lesquels on est assez sollicité, ce changement. Avant, là, il y a énormément de demandes sur la croissance, le potentiel. Là, on est beaucoup plus challengé sur la profitabilité. Donc, on est beaucoup plus challengé sur aussi, pas que la top line, mais les charges qu'il y a en face, le CAPEX. En lien avec ça, derrière les prévisions de trésorerie, quel est le besoin réel de financement, et c'est quelque chose qui a vraiment changé dans notre approche même de vous accompagner sur comment on va construire un bon BP, un bon budget pour répondre à ça avec des KPI qui finalement ont un peu plus de sens, plus de... Ouais, un peu plus tard. Ça, c'est important aussi pour nous, la banque, parce que généralement, quand on s'approche d'une levée de fonds, la trésorerie, elle peut être un peu tendue, parce que des fois, déjà, une levée, c'est long. Enfin, je ne sais pas si on pourra parler des délais, mais il faut s'y préparer, il ne faut pas le prendre au dernier moment. Et quand vous avez votre compte bancaire qui commence à tirer un peu vers le rouge et que vous n'avez pas prévenu vos partenaires, notamment votre banquier, que vous êtes en cours de levée, que ça va être un peu compliqué, qu'il va falloir temporiser, forcément, c'est comme quand vous ne prévenez pas les gens et que vous ne communiquez pas et que les gens le découvrent. Ça se passe moins bien que quand vous anticipez, vous prévenez. On n'aura peut-être pas de baguette magique pour faire des choses tout de suite, mais on sera beaucoup plus compréhensif. Et on saura être hyper réactif quand la levée va arriver. Alors que si on s'y attend pas, on subit les choses. Et le jour où vous avez un problème, on vous dit fallait nous prévenir, quoi. Et c'est vrai que dans votre métier, pour les entrepreneurs qui sont là, je pense que l'enjeu, il est toujours d'anticiper la prochaine étape. Justement, très bien dit par Thomas, de savoir exactement qu'est-ce qu'on veut aller chercher, à quel moment, à quelle étape. Il faut vraiment le structurer, même si on sait très bien qu'au final, il y aura certainement des ajustements. Mais vraiment, ce que je vous conseille, c'est à chaque étape de communiquer avec tous vos partenaires pour éviter de vous retrouver dans une situation où il y en a un qui peut clairement appuyer sur le bouton et vous mettre dans une situation difficile. Merci, parce que ça fait une parfaite transition. Du coup, on se décide, on lève, on avance. On est dans ce process en cours de levée, deuxième étape. Comment on interagit avec vous? Qu'est-ce qu'on dit dit pas à son banquier? Comment on échange avec un VC? La partie légale, alors là, il y a tout le jargon à connaître. Un régal. Comment on interagit avec vous? Moi, je me mets côté société, je suis quelqu'un de normal et je connais pas vos métiers. Quelles sont les erreurs à ne pas faire, justement, et qu'est-ce que vous souhaitez connaître? Alors là, on va prendre l'étape d'après. C'est-à-dire qu'on ne lève plus avec des business angels, parce que là, les business angels, on les contacte sur les réseaux et tout ça. Mais bon, si on veut vraiment lancer un vrai process de levée de fonds, donc ça veut dire une levée au moins de 700 000 euros à 2 ou 3 millions d'euros. Donc là, nécessairement, il faut qu'on aille voir des investisseurs professionnels. C'est compliqué de faire de lever des tours comme ça avec des business angels. Donc là, la première étape, ça va être de faire son deck. Et en fait, on parle beaucoup du deck. Donc la présentation en 15 slides, et j'y tiens, c'est 15, c'est pas 35. C'est super important. On a l'impression que c'est un exercice superficiel, mais en fait, ne partez pas d'une présentation de 70 slides pour essayer de l'extraire en 15. Vraiment, partez d'une feuille blanche. Essayez d'expliquer ça à votre nièce de 9 ans et faites en sorte que ce soit simple, qu'il y ait 30 mots par slide maximum et qu'à la fin, on ait envie de prendre une demi-heure avec vous, les fondateurs. Les investisseurs, nous, on reçoit 1500 à 2000 dossiers par an et on va faire, sur ces 1500 ou 2500, il y en a 80% qu'on enlève en 45 secondes en lisant ces 15 slides. Voilà, ça, c'est les ratios à peu près qu'on a. Donc vous, votre enjeu en envoyant ce deck, c'est d'obtenir 30 minutes de bande passante d'une personne, d'un fonds, quoi. Donc il faut en dire trop, mais pas. Il faut en dire assez, mais pas trop. Parce que plus vous en dites, et plus il y a des raisons de dire non. C'est toujours facile de dire non. Il y a 51 raisons de dire non à un investissement. Mais par contre, il faut juste avoir l'envie de dire OK, il y a un truc que j'ai envie de comprendre. Donc vous devez avoir cette demi-heure-là. Et après, comme je disais tout à l'heure, il faut savoir à qui l'envoyer. Donc déjà, l'envoyez jamais à la boîte contact. Vous vous débrouillez. On va avoir des entrepreneurs qui se débrouillent pour rentrer en contact avec nous par un autre entrepreneur, par un réseau. Mais nous, n'envoyez pas la boîte contact. Voilà, il faut vous démontrer que vous êtes débrouillard. Et puis, regardez si le fonds il correspond à votre étape et à votre ambition. Si vous êtes sur un marché qui fait 30 millions d'euros sur l'impact et que vous avez besoin de lever 500 000 euros, bon, si vous envoyez ça, je sais pas, Euraseo, non, désolé, Euraseo, il met des tickets de 5 millions sur des boîtes qui sont sur des marchés de 3 milliards. Donc voilà, faites votre travail aussi, vous, de votre côté, avant de taper bien. Et quand vous allez rentrer en relation avec eux, de leur expliquer pourquoi c'est à eux que vous envoyez le dossier. Et Thomas, là, comme on est entre nous, qu'est-ce qui, toi, retient ton attention? Il y a un petit truc à connaître Alors nous, on est généraliste. C'est pour ça que j'aime mon métier, c'est parce qu'on est généraliste, donc on veut tout regarder. Ce que je vais regarder dans le deck, il y a quelque chose on investit très tôt. Donc nous, c'est surtout l'équipe. Voilà, la complémentarité de l'équipe et
assez facilement, on aime beaucoup le B2B. Donc on arrive à comprendre la douleur à laquelle la société essaye de répondre. Et en fait, c'est ça qu'on essaie de comprendre, c'est ce que vraiment la société, la startup a réussi à trouver quelque chose qui fait vraiment mal à ses clients potentiels. Voilà. Et ça, au début, si on se dit qu'on a ça et qu'on le comprend, on prend le premier rendez-vous. Et après, c'est vraiment ce premier rendez-vous en une demi-heure où on découvre s'il y a un fit ou pas sur la vision et tout ça. Mais le but du deck, c'est vraiment de donner envie. Donc, il ne faut pas en dire trop. Voilà. Mais il faut bien sûr qu'il y ait un marché. Alors, vous ne passez pas trop de temps sur le VP, ils ont tous la même tête, avec la prévision de trésorerie qui est le montant de votre besoin, et puis après vous faites 5 millions d'EBITDA 4 ans après. Ils ont tous la même tête. Hein, donc dites-moi plutôt, c'est qui mes clients, comment je vais pouvoir les avoir, hein, comment je vais pouvoir les adresser, et est-ce que ces clients ils sont prêts à payer 5 000, 10 000 ou 15 000, et pourquoi. Voilà. Montrez plutôt en unitaire pourquoi vous avez créé de la valeur, plutôt que de passer 1000 ans sur un business plan qui sont tous les mêmes globalement. Tu viens de tuer l'équipe BP de ces finances. Pas du tout. Alors, quand je l'ai dit, j'ai vu tes yeux de déception. Non. Alors, deuxième point, on regarde beaucoup aussi les données. Alors, vous allez me dire en précis, on n'a pas beaucoup de données, parce qu'on n'a pas beaucoup de clients. Je ne vous demande pas de calculer un coût d'acquisition sur lifetime value des clients, puisque vous avez eu 2 clients, ça ne sert à rien de faire des stats là-dessus. Mais le fait de commencer à le calculer, ça montre que déjà, vous êtes dans cette optique de se dire, je ne prends pas des décisions juste comme ça à l'intuition, j'ai des données à partager. Alors, il y a les données sur votre cycle commercial. Souvent, c'est trop tôt, mais vous montrez que vous commencez à les calculer. Par contre, il y a plein de données sur le marché. Et là, moi, ce qui est plus compliqué à accepter, c'est quand un dirigeant nous dit « j'ai le feeling que sur ce marché, 30% des clients vont adorer ce produit ». Alors, on n'a pas le droit de venir devant un VC et dire ça. Il y a des réseaux sociaux. Aujourd'hui, une campagne, ça coûte 3 000 € pour avoir une étude de marché sur n'importe quel secteur. Et donc, ne me dites pas, je pense qu'il y a 30% de gens qui vont signer. Vous faites une landing page, vous mettez 500 € sur Facebook et vous me dites combien de pourcentage ont cliqué sur la landing page. Voilà. Et ça, c'est le côté data-driven. Et ça, c'est très, très important parce que plus on va avancer dans les étapes de financement et plus on voudra qu'il n'y ait plus d'hypothèses, mais qu'il n'y ait que des chiffres. Et une fois que vous avez un business model où il n'y a plus d'hypothèses et que des chiffres, bah là, on rentre dans les séries B, séries C, où l'enjeu, c'est juste de grossir parce que ça y est, on a trouvé la martingale, le business model qui fonctionne. Merci. Et Charles, du coup, toi, quand on vient de voir, qu'est-ce qu'on doit faire, savoir Alors moi, je vais dire tout comme Thomas, parce que je suis complètement d'accord avec ce qu'il vient de dire. En fait, nous, quand on vient nous voir, on part souvent assez loin dans des demandes. Qu'est-ce que je dois mettre dans mon pacte, comment doit fonctionner ma gouvernance, ma table de capitalisation. En fait, c'est souvent un peu trop tôt pour parler de ça. Moi, je te rejoins. En fait, alors c'est pas notre rôle de le dire, mais comme on voit passer pas mal de projets, le plus important, c'est la partie économique, c'est le projet, c'est la construction en fait de tout ce qui fait qu'on va arriver à lever des fonds. Et en fait, nous, sur la phase de préparation, c'est plus comme ça que je vais le dire. Et le lien avec le début d'exécution de la levée de fonds, c'est que je pense qu'il faut s'acculturer quand même pas mal à ce qu'est une opération de levée de fonds. Parce qu'il y a une terminologie, il y a des choses à savoir. On ne va pas avoir tel ou tel investisseur parce que notre projet ne correspond pas forcément. Et il faut faire ce travail d'acculturation. Donc des événements comme aujourd'hui, c'est très bien. Il y a d'autres choses qu'il faut peut-être même aller chercher sur Google. Aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de choses qui existent. Et commencer à comprendre quelques notions. Quand je dis table de capitalisation, il faut savoir ce que c'est. Quand je dis un pacte d'associés, il faut savoir ce que c'est. Idéalement, il faut avoir lu un petit peu là-dessus. Après, c'est des professionnels qui vont gérer ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se lancer là-dessus tout seul. Vous allez perdre du temps, vous allez faire des erreurs. La moindre erreur là-dessus peut coûter quand même assez cher en points de capital. Donc voilà, ne cherchez pas à trop structurer, à aller trop loin sur la partie juridique. Je pense que c'est pas une bonne chose de mettre trop de budget là-dessus en plus au départ et en général on n'est pas assez accessible sur le plan des honoraires sur des opérations qui sont faites beaucoup trop tôt. Donc le conseil que je peux dire là-dessus, c'est travailler sur l'acculturation, comprenez les notions, il faut savoir où il faut aller trouver les bons conseils. Et puis après, il faut essayer de se laisser un petit peu guider sur l'établissement de documents de base. Alors sur le projet, ça va peut-être être un deck. Et sur la partie juridique, ça va être un term sheet. C'est un document qui fait, quand c'est bien fait sur un précide ou un CID, entre 1 page et 2 pages. Voilà, c'est hyper opérationnel. On a un tableau avec la description de ce que seront vos accords après.
on va avoir un petit wording sur la gouvernance, comment elle marche, les principales clauses, comment on propose de les régler, la valorisation, voilà, on propose une borne, des mécaniques d'ajustement. Mais globalement, si c'est bien fait, c'est 2 pages. Tout le monde comprend, les investisseurs savent lire ça parfaitement, tous les conseils savent lire ça parfaitement. Et quand on a un accord là-dessus, en fait, on se prépare à exécuter. Ça fait le lien peut-être avec ce dont on va parler après. Mais le plus important pour nous, c'est en 1 heure de faire un peu un scope du projet et de voir si on rentre dans une case qui va être bien comprise par toutes les parties prenantes de l'opération, quoi. Ok, merci pour ce partage. Du coup, dans la foulée, la levée avance, elle se fait. Donc nous, le sujet, c'est financer sa start-up au sens large. On arrive à voir cette partie financement en capital. Peut-être derrière, il y a quand même pas mal de choses aussi à faire après. Je sais que nous, on est souvent sollicité après, justement, sur déjà comment organiser la levée qu'on a faite et aussi aller chercher des subventions complémentaires ou des prêts. Peut-être Pierre-Alexandre, tu veux compléter un peu les sources de financement disponibles après la levée, ce que ça déclenche aussi côté banque, le fait d'avoir fait une levée Alors, il y a effectivement l'étape d'après. Je pense que ce qui est toujours important, c'est vraiment quand vous rentrez dans la phase de levée de fonds, pensez toujours à l'après. C'est-à-dire que vous avez la chance, quand vous levez des fonds, de pouvoir faire un effet de levier en non dilutif, on en parlait tout à l'heure, qui va vous permettre justement de garder une partie du pouvoir de votre entreprise et d'avoir du cash qui va rentrer dans l'entreprise. Cet effet de levier, il faut que la banque elle puisse le faire assez rapidement après la levée, puisqu'il faut bien comprendre pour une banque sur une entreprise innovante, c'est que, étant donné qu'elle n'a pas de rentabilité, vous ne pouvez pas rembourser le crédit puisque vous n'avez pas l'argent pour le rembourser. Donc en fait, la banque va venir se rembourser le crédit sur la levée de fonds. Et parfois, j'ai des dossiers qui ont tardé entre la levée de fonds et le moment où ils viennent nous voir pour un crédit. Et le problème, c'est qu'en termes de plan de trésorerie, c'est toujours là où il faut toujours... je suis assez d'accord, les prévis à 3, 4, 5 ans, quand on fait très peu de chiffre d'affaires, c'est vraiment au petit bonheur la chance. Par contre, il y a un truc qui ment pas, c'est votre trésor. En fonction de la stratégie, de combien vous allez aller lever, de combien vous avez déjà eu, pilotez ça par la trésor, et en fonction de cette trésor-là, il faut que vous soyez réactif. Nous, si en tant que banquier, on n'a pas une vision de 12 mois où on sait que notre prêt va pouvoir être remboursé, on ne va pas y aller. Il y a trop de risques pour nous que votre projet s'arrête avant pour plein de raisons. Mais ça, nous, on ne peut pas y aller. Alors que quand vous levez des fonds, généralement, vous avez au moins une vision de 9 à 12 mois. Alors avant, c'est vrai qu'on pouvait lever tous les 6 mois, donc c'était moins le sujet. Maintenant, c'est quand même moins vrai, donc on a quand même une visibilité qui est plus longue. Mais vous ne pouvez pas attendre 6 mois pour faire votre crédit au niveau de votre banque pour faire l'effet de levier. Donc tout ça, ça s'anticipe, il faut le faire pendant. Après, dès que vous avez levé, nous, il faut qu'on soit prêt à activer les crédits. Pour ça, il faut aller voir la BPI, il faut avoir coordonné souvent 1 ou 2 banques. Donc là, il ne faut pas hésiter aussi à aller voir d'autres partenaires bancaires, parce qu'on ne peut pas y aller tout seul. Et ensuite, on y reviendra peut-être après, c'est toute la gestion de votre trésor. Elle vient d'une part par le prêt bancaire, mais aussi par toutes les autres solutions de financement qui peuvent arriver. Et juste, si je peux finir sur le... Je ne suis pas trop long sur le prêt. Ce qu'il faut bien avoir en tête, parce que souvent on vient me voir en me disant je veux faire le maximum de crédit que je peux, donc je veux être en 1 pour 1 par rapport à ma levée. Alors sur des petits montants, c'est faisable. Sur des plus grosses levées, ça devient impossible, ou beaucoup plus compliqué. Ce qu'il faut que vous ayez en tête, parce qu'on me dit souvent je veux faire un prêt parce que comme ça, je n'ai pas d'actionnaire au-dessus de moi, ainsi de suite. Ce qu'on oublie souvent, c'est que l'actionnaire, lui, une fois qu'il a investi, à part vous mettre la pression, il n'a pas beaucoup d'autres leviers pour sortir. Une banque, elle veut que le crédit soit remboursé. S'il y a 1 mois ou 2 où vous ne pouvez pas rembourser, la banque, elle peut actionner tout un tas de processus pour vous forcer à rembourser. Et c'est joliment dit, merci. Mais ça, il ne faut pas l'oublier, parce qu'on a un pouvoir d'action qui est très fort. Et voilà, il faut être conscient que quand on fait un prêt bancaire, il ne faut pas forcément se surendetter ou s'endetter au taquet du taquet, parce que derrière les remboursements, et notamment si vous avez un peu de retard dans votre plan de développement, ça peut être très lourd et très compliqué. Quand vous retournez voir vos actionnaires, voilà. Il y a 2 écueils. Le premier, c'est de lever trop. Et en fait, comme on l'a dit très gentiment, un prêt, ça se rembourse. Alors BPI fait 2 ans de différé, ça c'est super. Les banques classiques de réseau, elles ne font pas de différé. Donc vous avez pris le prêt, il faut commencer à le rembourser le jour où vous l'avez pris. Et vous allez le rembourser avec l'argent des clients.
Donc là, une fois que vous avez commencé à prendre des prêts, il faut se dire que je peux devenir rentable. Voilà. Ou sinon, ça veut dire que vous êtes encore dans la mentalité de 2020, 21, 22, et aujourd'hui en 2024, qui est de se dire de toute façon, il n'y a pas de problème, je vais relever. Et ça, c'était le deuxième écueil, c'est quand on commence à se lancer sur la voie VC en disant je vais lever 3 millions d'euros et mon VC va être sûr de pouvoir faire x50, ça veut dire que dans 2 ans, il faut que je relève 10 millions d'euros. C'est une fuite en avant. Et il y en a eu beaucoup, des fuites en avant. Et en fait, contrairement à ce qu'on pouvait penser à ce moment-là, plus on lève d'argent et plus on se limitait le champ des possibles. Parce qu'en fait, quand on a levé sur des valos un peu déconnantes, derrière, le chemin pour arriver à faire une nouvelle levée 2 ans après, il est très très étroit. Et on n'a pas beaucoup de droit à l'erreur. Donc il y a un chemin entre les deux qui est un peu plus rationnel. On peut dire que voilà, les acteurs économiques de tout cet écosystème ont gagné un peu en rationalité en se disant on peut faire du levier, mais il faut être en capacité de le rembourser sans potentiellement avoir une nouvelle levée. Donc qu'est-ce qui a changé dans les business plans? C'est que maintenant, au bout de... C'est toujours 18 ou 24 mois l'horizon d'un business plan, parce que comme je disais tout à l'heure, on peut pas faire des plans sur la comète, on peut juste savoir comment est-ce qu'on considère qu'on va dépenser l'argent intelligemment dans les 24 mois. Mais par contre, à la fin des 24 mois, ce qu'on a, c'est un retour à l'équilibre, ce qui n'existait pas dans les VP pendant le haut de la bulle, où de toute façon, à 24 mois, on relevait de l'argent. Et donc, il y a un nouveau concept. Donc, on parle de burn, combien on crame chaque mois, en gros, hein, comment on investit chaque mois. Et donc, on définissait notre runway, c'est-à-dire combien de temps il nous restait avant de plus avoir d'argent. Et là, maintenant, il y a un nouveau concept qui existe, c'est le concept d'horizon. C'est-à-dire, est-ce que je suis encore en capacité, si je le souhaite, de devenir rentable? Et la France est un magnifique pays pour l'entrepreneuriat, mais il a aussi des contraintes. C'est qu'on ne peut pas virer tout son personnel en 2 semaines. On a des banques à rembourser. Aux États-Unis, les startups, elles n'ont jamais de non dilutif. Donc, elles n'ont pas ces contraintes-là. Et donc, il y a cette notion d'horizon, c'est-à-dire est-ce que je suis encore en capacité, moi, dirigeant, à faire en sorte de devenir rentable dans 12 mois? Et ce n'est pas trivial, hein, la réponse. Il faut avoir des bons experts du chiffre pour ça, pour être sûr qu'on a encore capacité à revenir sur un track classique de société qui doit être rentable et qui ne va pas juste compter sur des nouvelles levées. Tu voulais ajouter un point, Charles? Oui, sur le concept d'horizon, je voudrais juste en fait dire, il y a un cadre juridique dans lequel vous parlez de tout ça, pour essayer de raccrocher sur ma partie. C'est que normalement, quand vous avez des associés au capital, vous mettez en place un pacte. Et dans ce pacte, vous avez une gouvernance. Et si cette gouvernance est bien faite, elle va être évolutive. C'est-à-dire que les accords que vous structurez au départ, sur une première levée, ça peut vous accompagner pendant plusieurs années. Alors ça sera revu, mais ça doit pouvoir évoluer. Si au départ, vous faites les mauvais choix, parce que vous avez voulu aller trop vite, que vous avez des associés qui pèsent trop, ça va être très compliqué d'aller chercher les bonnes personnes derrière. Et tous ces sujets sur les data, quelle data, le timing, l'horizon, le cash burn, etc., en fait, il faut pouvoir en discuter avec des gens qui vont venir vous soutenir. On parlait d'experts un peu au début. Bon, c'est hyper intéressant d'avoir dans votre board, qui peut être consultatif au départ et puis après peut-être plus décisionnel, mais des gens qui vont vous aider à structurer ça et qui vont un peu vous challenger, quoi, qui seront capables de vous dire là tu fais fausse route, essaye ceci, cela, qui ont un pied aussi dans le monde de l'investissement. Bon, je pense que tu participes à de nombreux boards et c'est hyper important parce que ça vous permet d'anticiper ça. Et l'écueil, nous, qu'on voit sur le plan juridique, c'est quand on vient nous chercher pour nous dire bon, ouais, je pars en process de levée de fonds. Ok, il te reste combien de temps? 3 mois. Ah oui, alors ça va être super compliqué parce que en fait, on a beau être super rapide, exécuter très rapidement et peut-être avoir quelques investisseurs qui sont dispo, on est même pas sûr d'arriver à faire un tel boulot en 3 mois. Et donc, cash is king, c'est le bon terme, mais je pense que c'est quelque chose qui change peut-être un peu en 2024. C'est qu'il faut vraiment avoir le nez là-dedans tout le temps. On a plein de clients, nous, qui viennent nous voir parfois 6 mois après le moment où ça aurait dû être fait idéalement. Et pourquoi? C'est parce qu'en fait, ils sont plus dans l'exécution, moins dans l'anticipation de ces sujets. C'est très bien pour la boîte aussi, mais je pense que c'est hyper important d'être entouré, dans le cadre des boards notamment, pour parler régulièrement de ça.
Merci. Et peut-être pour compléter aussi les financements disponibles ou d'autres points mécanismes qui existent, il y a aussi du financement du BFR. On oublie parfois, mais en fait, il y a des choses qui existent depuis très longtemps. La facturage, par exemple, c'est aussi une façon de financer son activité, la croissance aussi, sur des ESN, par exemple, qui peuvent être VC compatibles. Non, mais par contre, si vous avez des gros comptes, il y aura de la facturage, c'est un coût, mais derrière, ça peut vous permettre de payer les salaires et de vous développer. Il y a aussi des crédits de campagne. Si vous avez des achats dans le retail, les banques, moi j'ai certaines banques qui nous accompagnent justement sur des besoins ponctuels. Ça c'est un vrai sujet parce que là on parle vraiment de monter en puissance avec les levées de fonds. On ne parle pas juste de financer le quotidien, mais dans le quotidien il y a plein de choses à faire pour venir améliorer justement sa trésorerie. Ça peut être à la fois, alors ça dépend des typologies de produits ou de services que vous vendez, mais sur du produit vous pouvez éventuellement penser à du crédit bail, c'est-à-dire que pour réussir à avoir tout de suite le cash de vos clients, c'est de leur faire une espèce de location longue durée de vos solutions. La facturage, c'est top aussi parce que ça vous permet de vendre, d'avoir tout de suite la trésor sur votre compte alors que les clients vont payer à 30 ou 60 jours. Et ça s'optimise vraiment dans les détails. Et ça, vous pouvez aller voir votre conseil bancaire, notamment pour ce sujet-là. Parce qu'il y a plein de choses, plein de points de marge ou justement sur votre BFR à optimiser pour éviter que vous soyez, même si vous avez levé 2 millions, c'est hyper intéressant d'aller piocher dans ces petits détails parce que même vos VC, au bout d'un moment, ils vont se dire ok, comment vous travaillez ces sujets-là et si vous ne les avez pas travaillés, ça devient compliqué. Même dans le business model, là où avant, c'était la croissance avant tout, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que sur Facebook, on était d'accord pour avoir une campagne avec des coûts d'acquisition client à 100 €, alors que le client, il va mettre 2 ans à nous rapporter 100 €. Alors, donc ça, c'est un énorme BFR. On dit ok, on est prêt à dépenser 100 € pour toucher 200 € dans 2 ans. Et ça faisait de la croissance, donc c'était finançable il y a 2 ans. Aujourd'hui, ça l'est plus beaucoup, ça l'est plus du tout. Et donc l'efficience du business model, il est super important. Et là, j'ai même eu le cas dans un board il n'y a pas longtemps où on se posait la question de faire payer upfront, donc c'est du SaaS. Donc est-ce qu'on fait payer au mois le mois, comme vous le faites sur Netflix, ou est-ce que je demande à mes clients de payer l'année au tout début? Si on pose la question aux commerciaux, les commerciaux vont dire ah là, attendez, moi si je dis à mes clients, si je les oblige à payer upfront, je vais en perdre plein. Ouais, mais la question qu'on s'est posée en board, c'est est-ce que justement on ne devrait pas les perdre tout de suite, ces clients? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas compris la proposition de valeur? Est-ce que justement, en fait, le fait de dire de toute façon c'est upfront, on ne va pas garder que les clients qui ont vraiment compris votre proposition de valeur, qui ont vraiment cette douleur? Est-ce qu'on ne construit pas un business beaucoup plus sain avec des gens qui payent upfront? En fait, on a eu la réponse assez vite avec les données, justement, cette fois-ci, parce qu'on a regardé le churn. Et en fait, ceux qui ont commencé à mettre de l'argent dès la souscription, ils n'ont pas attendu 2-3 semaines avant de faire l'onboarding. Tout de suite, ils ont dépensé 500 €, donc ils avaient envie d'en avoir pour leur argent, donc ils s'onboardaient tout de suite. Et donc le churn, il était super bas, alors que ceux qui payaient 5 € par mois, ils attendaient 2 ou 3 mois pour commencer à mettre toutes leurs données sur la plateforme. Enfin, c'est un SaaS. Et donc, en fait, on avait un énorme churn. Et donc, le fait de faire payer, c'est contre-intuitif, le fait de mettre une contrainte à mes clients fait que je garde que ceux qui sont les meilleurs en termes de business model. Et donc, ça a été une très, très bonne décision. En mode cash is king, de faire payer upfront les clients pour le BFR, mais même à long terme pour faire le tri parmi les clients. Je voulais dire peut-être un mot sur les BSAR très rapidement, parce que juste dans la salle, qui a déjà entendu parler de BSAR? Si vous pouvez juste... pas nombreux. Alors, BSAR, je vous le dis, on en voit de plus en plus. Ça fait une dizaine d'années qu'on utilise ça en France. En fait, ça évite de faire une levée de fonds totalement structurée comme vous pouvez en avoir entendu parler. Le but du BSAR, c'est de dire j'ai un bon, je le donne à quelqu'un, cette personne me donne de l'argent en contrepartie et un jour, ça va se transformer en action, voilà, pour faire simple. Donc, on préfinance des tours. L'avantage, c'est que c'est plus rapide puisqu'on négocie pas toute la documentation, on tombe pas dans les écueils qu'on a vu tout à l'heure à devoir forcément structurer une gouvernance, à perdre du temps alors qu'il faut pas en perdre. Le problème du BSAR, c'est qu'on paye un prix fixe sur un prix par action qui va évoluer. Donc si je donne 50 000 € aujourd'hui en BSAR, je ne connais pas tout de suite le pourcentage que j'aurai dans quelques temps. Alors en général, l'horizon d'un BSAR, c'est, on va dire, entre 6 et 18 mois. Voilà, il faut que peut-être 24 mois dans certains cas. Donc on va mettre une limite. Et le prix qu'on va payer par action, c'est le prix qu'on payera au moment où il y a un événement qui arrivera dans ces 24 mois avec une décote.
J'essaie de le dire rapidement, mais le principe c'est ça. Donc ce qui est bien, c'est qu'on va plus vite, on négocie moins de choses, on ne se bat pas sur la valorisation sur un tour d'amorçage, ce qui est quand même pas mal. Et on les voyait beaucoup dans de l'amorçage pur et dur, c'est-à-dire en premier financement. Et nous, on les utilise aussi, on le voit de plus en plus comme des bridges. C'est-à-dire quand on est entre deux tours, même après une série A, en fait, quand il y a besoin de cash et qu'on ne veut pas rediscuter trop de valorisation, on va émettre des BSAR pour pouvoir le financer comme on le faisait avec des obligations convertibles il y a quelques temps. Voilà. Et ça me fait dire, parce que tu l'as pas dit tout à l'heure parce que tu es avocat, mais vous avez vu, il y a du jargon, j'ai utilisé plein de franglais. Les VC ont vraiment des contraintes très spécifiques. Et les deals, faire une levée de fonds, il y a toujours une liquidation préférentielle. Il y a des BSA ratchet. Et en fait, c'est pas votre métier de savoir tout ça. Par contre, il faut absolument que vous ayez un avocat qui connaisse ça. Donc c'est pas juste l'avocat avec qui je m'entends bien, hein, c'est un avocat qui a déjà fait ça parce que c'est vraiment du jargon spécifique et vous pouvez pas avoir un avocat qui découvre ça en même temps que vous. Donc voilà, si vous partez en levée de fonds, assurez-vous que ceux qui vous conseillent autour de vous ont déjà fait ça plusieurs fois. Il y a un écosystème spécialisé et en fait on a l'habitude de travailler avec nos confrères, quoi. Je veux dire, ça veut pas dire changer d'avocat, ça veut dire sur cette brique spécifique là, on vient en appui de vos conseils et on sait ne pas rester dans le décor après quand il n'y a plus besoin de nous, quoi. Merci. Il reste 5 minutes. Peut-être avant de prendre 2-3 questions, si vous aviez un seul conseil à nous donner dans le cadre d'une levée ou d'un financement en 2024, ce serait lequel? Ce serait de tendre vers la rentabilité le plus vite, ou en tout cas, Thomas l'a très bien dit, de montrer que le projet peut être rentable si on coupe, par exemple, tout de suite les investissements. Le business peut être rentable en quelques mois. Voilà, je pense que c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. C'était un par personne, hein. Un conseil par personne. Alors moi, je vais prendre la casquette de dirigeant d'une TPE de 40 personnes qui est passée de 0 à plusieurs millions en quelques années. Moi, j'ai un conseil, c'est le cash. Voilà, c'est le titre. C'est pour avoir vécu, heureusement, pas trop de reprises, mais le fait de se retrouver 48 heures avant la paye et avoir 0 sur les comptes. Quand vous avez vécu ça, vous savez qu'il y a un truc à regarder tous les matins, c'est la trésor. Et c'est tout. Le juridique, après, tout ça, ça vient enrober. Ça permet de faire. Mais s'il n'y a plus d'argent, vous avez les meilleurs conseils, le meilleur board, le meilleur produit, et ça s'arrête. Donc le cash, tous les matins. Thomas, pour conclure. Moi, c'est personne qui vous accompagne parce qu'au-delà des tables de capi, des montants et tout, c'est quand même une aventure qui est dure. Et donc, surtout, choisissez avec qui vous avez envie de travailler. Ça marche pour vos collègues, ça marche pour vos cofondateurs. Partez pas seul, voilà, un autre conseil. Mais surtout, vous arrêtez pas à des notions de valo ou de tickets. Enfin, partez avec des gens qui comprennent votre projet et avec qui vous avez envie d'avancer. Et que ce soit un BA, un VC ou votre oncle, c'est pas grave. Le but, c'est que vous entendiez bien avec eux. Merci à tous. Je ne sais pas si on a un peu de temps pour des questions ou s'il y a des questions dans la salle, comme on est quand même assez proche. Et si... Ah. Oui, alors le côté exponentiel, c'est-à-dire est-ce que j'ai des marges qui vont pouvoir être explosives, fait partie de l'ADN d'une startup qui est VC compatible. Donc Netflix, le coût marginal d'un client, c'est 0 pratiquement. Voilà, donc une fois qu'ils sont rentables, ils peuvent devenir extrêmement rentables. Voilà. Une boîte de conseil ne peut pas avoir ça. Une boulangerie ne peut pas avoir ça. Voilà. C'est pour ça qu'une boulangerie ne lèvera jamais. Donc le côté, au début, on dépense bien sûr, mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est la vision à 10 ans. Est-ce que j'aurai une place sur un marché où je serai indéboulonnable et où je pourrai faire les marges que je veux? Parce que justement, j'aurais créé des barrières à l'entrée ou parce que j'aurai un business model qui fait que mes coûts fixes auront été amortis. Et ça, encore une fois, c'est pas un BP Excel. C'est la vision que vous avez à 10 ans. Je vais être le CRM de... Enfin, nous, on a Obat qui va devenir le ERP des artisans. On sait qu'il y a des énormes effets de viralité et qu'il y aura un seul acteur qui va capter ce marché. Une fois qu'on a capté ce marché, on fait les marges qu'on veut. Et c'est pas le BP dans 5 ans qui me dit combien on va vendre la boîte. Je sais pas. Mais en tout cas, le potentiel, il est énorme. Voilà.
alors, ce qui a relancé un petit peu le monde du VC là, depuis 6 mois, ce qui a relancé, alors maintenant ça commence à repartir et tout ça, mais il y a eu 2 drivers, l'impact et Deep Tech. Ce qui est plutôt bien, hein, on va dire, les investisseurs ont compris qu'on n'avait pas changé le monde juste avec le SaaS, et ils ont compris qu'il fallait changer le monde. Donc on va dire que c'est 2 choses bonnes. Après, l'équation économique est vraiment pas facile là-dessus. Je le disais tout à l'heure, les fonds d'impact, ils ont du mal à rendre de l'argent, parce que les fonds d'impact, si on fait que du x2 sur les boîtes qui réussissent bien et qu'on a 50% d'échecs, on ne rentre pas beaucoup d'argent. Et sur le deep tech, l'enjeu, c'est pas tant le multiple, mais c'est le temps. Le problème de la deep tech, c'est qu'on commence à investir et on a peut-être des retours au bout de 15 ans, alors que les fonds, ils durent 10 ans. Donc c'est 2 industries qui sont compliquées, mais qui sont aujourd'hui trendy, et c'est une bonne chose, moi je trouve, voilà, que les fonds maintenant soient article 9 et qui réinvestissent le champ de la deep tech qui était quand même complètement... qui rend beaucoup de mal à se financer. Après, sinon, moi, à titre perso, j'adore les SaaS verticalisés. Voilà, il y a des VC qui adorent les marketplaces, il y a des VC qui adorent le B2C. Donc, et ils continuent à investir. Donc, n'importe quelle boîte dans ces secteurs peuvent lever de l'argent si elles vont parler à la bonne personne. Merci à tous, merci messieurs pour ce partage et toute la connaissance que vous avez pu transmettre. Merci à tous d'avoir écouté ce qu'on avait à dire. Bon après-midi, profitez bien de cet événement pour rencontrer le plus de personnes possible, échanger sur vos problématiques et même celles qui ne sont pas encore là. On est tous dispo pour ça. Merci. Merci.